The meeting will now go live. Right. Are we ready, Stefan? Right. Well, first of all, can I welcome... Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter à chacun d'entre vous la bienvenue à la réunion conjointe des commissions économie et sécurité et sciences et technologies. J'espère que vous allez tous bien et je voudrais qu'il soit mis au procès-verbal combien nous remercions l'équipe de l'Assemblée parlementaire pour l'organisation de cette session. Nous avons quelques difficultés techniques avec certains participants, mais je crois qu'ils nous rejoindront ultérieurement. Je voudrais commencer par présenter l'orateur du jour, le docteur Krimigis, qui est doyen du département spatial à l'université Johns Hopkins, qui détient une chaire de sciences spatiales à l'Académie d'Athènes et qui est conseiller au ministère de la gouvernance numérique de la République hellénique. Son curriculum est dans nos documents, mais je veux vraiment le remercier chaleureusement de son exposé sur l'espace, la sécurité et l'économie. Docteur Krimigis, vous avez la parole. Et le docteur Krimigis doit brancher son micro. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, pour cette invitation. C'est la première fois que l'opportunité m'est donnée de parler à deux commissions de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Lorsque j'étais plus jeune scientifique, j'ai eu l'opportunité de participer à ce genre d'événement, mais c'est peut-être aujourd'hui la première fois que je ne porterai pas ma casquette de scientifique, mais ma casquette de gestionnaire de programme pour la NASA et l'agence européenne, l'agence spatiale européenne. J'espère que vous pourrez voir les quelques clichés que j'ai préparés pour vous, si l'on peut les afficher à l'écran. Un gentil technicien s'était proposé de projeter les clichés. Voilà, il nous rejoint et voici les clichés. Vous voyez ici le titre de mon exposé. Et l'un des éléments que je voudrais vous présenter, c'est l'économie spatiale mondiale. Comme vous le voyez, cette économie pèse 360 milliards de dollars et ce chiffre ne fait que croître. Peut-être un petit peu moins cette année, mais ce chiffre ne fait que croître. Alors, je sais que malheureusement, je n'ai pas de pointeur laser, donc c'est un peu compliqué, mais en haut à gauche, vous voyez les dépenses gouvernementales au titre de cette économie spatiale mondiale. Et vous voyez les chiffres, notamment le chiffre des États-Unis, 50 milliards par an. D'une part, la NASA, qui est en haut à gauche de cette roue, et qui représente 18 milliards de dollars, et puis bien sûr une myriade d'autres agences du ministère de la Défense. Donc le total de ce budget pour les États-Unis est à hauteur de 50 milliards de dollars par an. Les budgets non américains représentant 30 milliards de dollars
11,5 milliards pour l'Europe, 8,5 milliards pour la Chine, et puis vous voyez décliner les autres chiffres, notamment du Japon et de la Russie. Ce que je voudrais que vous reteniez de ce cliché est le fait que seulement 22% de cette enveloppe de l'économie spatiale mondiale va au gouvernement. Le reste, ce sont des services satellitaires, commerciaux, TV, radio, Internet, observation de la Terre, fabrication de satellites, etc., entre des mains privées. Cette somme est significative. Elle représente l'équivalent du PIB de la Norvège. Je vous propose de passer au cliché suivant. Et sur le cliché suivant, ah, malheureusement, les clichés ont disparu. J'espère que vous les verrez bientôt. Cliché suivant. On peut passer au transparent suivant, qui compare le taux de croissance de l'économie spatiale. Et il faudrait vraiment que l'on présente la diapo numéro 3, s'il vous plaît. Ah, je craignais qu'il y ait un problème avec les différents transparents. Vous pourriez peut-être fermer. Voilà, c'est celui-ci qu'il faudrait projeter. Ah, apparemment, il y a un cliché qui ne veut pas être projeté à l'écran. Je viens de le voir très furtivement. Il disparaît chaque fois, malheureusement. Chaque fois que j'essaye de le présenter, il disparaît. Désolée. Ce que ce cliché voulait vous présenter, c'est en fait que le taux de croissance en matière de dépenses spatiales est 2 fois plus élevé que le taux de croissance de l'économie dans son ensemble. Et vous pouvez comprendre par ce simple cliché que c'est en fait un marché, une économie qui génère des affaires, qui génèrent des emplois, etc. Alors, me direz-vous, mais que fabrique-t-on dans l'espace? Que fait-on dans l'espace? Nombre de gens pensent déjà, bien sûr, à tout ce qui flotte au-dessus de nos têtes, mais n'oublions pas, car c'est l'élément à retenir dans cette économie de l'espace, que ce qui se passe au sol, à terre, est plus important encore que ce qui flotte au-dessus de nos têtes dans l'espace. Et tout cela génère ce que l'on appelle les big data, qui sont retransformés en informations. Et c'est là que sont les emplois. Les données sont des données à la base institutionnelle, des données universitaires, des centres de recherche, des institutions en général. Ça, c'était au départ ce que représentait l'économie spatiale, et cette économie spatiale va de plus en plus vers le commercial, vers la production, la génération d'activités commerciales. Si l'on regarde les investissements de l'Union européenne, le gros de ces investissements, c'est le programme Galileo, qui a avalé 22 milliards d'euros depuis son démarrage en 98. Et si certains sont intéressés par le fait de savoir où Galiléo est basé, bon, bien sûr, Galiléo est partout. Et puis, son petit frère, si vous voulez, c'est Copernicus, Copernic. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le programme Copernic, tout le monde connaît l'homme Copernic, mais c'est un programme qui est à la base du partage et de la collecte et du partage d'informations sur le réchauffement climatique. Depuis sa création, c'est un programme qui a coûté 6,7 milliards d'euros et dont le développement continue.
Et dans le cliché suivant, vous verrez ce que fait l'Agence spatiale européenne en termes de programme et d'activité. Alors, voici la réunion ESA Espace 19+. C'est en fait le conseil des ministres de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, dont la réunion s'est tenue, vous le voyez, en novembre 2019 à Séville. Et si vous cliquez encore ou si vous zoomez, eh bien, vous verrez une petite tête blanche parmi toutes ces éminentes personnes. C'est votre humble serviteur. Sur le cliché suivant, vous voyez les différents piliers: science et exploration, sécurité, sûreté, application et facilitation et soutien. Alors bien sûr, dans chacun de ces 4 piliers, il y a des sous-ensembles, des sous-groupes. Si vous regardez la sûreté et la sécurité, la météorologie spatiale, les débris, les objets dans l'espace. Et alors attention, je pointe un élément, la météo spatiale. Comme nous avons la météo sur Terre, nous avons aussi la météo dans l'espace, parce que de temps en temps, il y a des éruptions solaires avec des radiations, des nuages de radiation solaire spatiale qui peuvent avoir une incidence sur les satellites météo, les autres satellites, les satellites notamment d'observation de la surface de la Terre, et toute une série d'infrastructures. On se inclut notamment les lignes à haute tension pour la transmission d'électricité, mais aussi les générateurs qui alimentent les villes dans le monde entier. activities that are involved. Voilà donc certaines des activités liées à la sûreté et à la sécurité. Je vais vous expliquer ce que Copernicus peut mesurer. Vous allez voir ça sur le transparent suivant. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la température de la surface terrestre en juin 2019. Et vous voyez que la précision de ces mesures est incroyable. On parle d'un dixième de degré centigrade. Ce sont le type d'informations nécessaires pour pouvoir, sur le long terme, suivre l'évolution des températures sur Terre pour comprendre ce qui contribue au réchauffement climatique. Sur ce nouveau transparent, encore une fois, pour vous parler de Copernicus, vous voyez ici en haut à droite une carte. C'est en fait le globe terrestre à plat et vous voyez ces points rouges en Amérique du Sud, dans le sud de l'Afrique aussi. Cela représente la formaldéhyde. C'est en fait un produit, c'est un élément qui est produit par, justement, c'est la conséquence des éléments que nous brûlons et c'est ainsi relâché dans l'atmosphère. Vous voyez ici l'intensification aussi des incendies qu'il y a eu en Amérique du Sud, dans la région de l'Amazonie. Ça, c'est surtout visible en bas, en août 2019. Et vous voyez aussi les incendies en Sibérie, plutôt en haut à droite cette fois-ci de cette carte qui représente le mois d'août 2019. Donc, c'est une façon tout à fait sensible de mesurer ce qui se passe à l'échelle mondiale. C'est donc un instrument très important qui nous permet de comprendre notre environnement et de voir quelle est l'évolution. Je vais vous montrer le transparent suivant maintenant. Justement, où allons-nous? Bien, l'espace est en pleine transformation. Nous avons l'intelligence artificielle, le big data, comme on dit, le renseignement des signaux, la reconnaissance qui nous vient de sources multiples et nous devons analyser l'ensemble de ces données. Après, vous avez la position, la navigation et les délais. Vous avez la précision, la géolocalisation et de nouvelles technologies qui permettent de suivre justement un certain nombre de choses et c'est utilisé dans les activités du domaine militaire.
Après, vous avez les communications par satellite aussi qui entrent en ligne de compte. Vous avez notamment le LEO. En fait, les communications satellitaires, généralement, se font à 35 000 km de la surface terrestre. Mais il y a maintenant des constellations de satellites qui sont lancés à faible orbite, donc entre 500 et 800 km d'altitude. Et d'ici quelques instants, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Ensuite, vous avez cette révolution des petits satellites. Les satellites pesaient plusieurs centaines de kilos. Maintenant, on parle de quelques dizaines de kilos tout au plus. Une autre évolution, les lanceurs, beaucoup plus rapides. Lorsqu'on lance une mission pour l'espace, il faut des mois pour préparer le lanceur, pour prépenser l'aéronef, pour préparer l'assemblage et le lancement, enfin. Ce qui se passe maintenant, c'est que ces différents systèmes ont fortement évolué. Nous parlons maintenant de jours ou de semaines de préparation plutôt que de mois et d'années. Une autre grande évolution, New Space. Ce sont en fait les investissements privés dans le domaine de l'espace. Tout le monde, j'imagine, a entendu parler d'Elon Musk ou de Jeff Bezos et d'autres grandes startups. Je dois dire que ces applications qui sont lancées révolutionnent le monde de l'espace. Je pense à SpaceX, par exemple. C'est le lancement d'ailleurs d'Elon Musk a eu lieu, le lancement des produits d'Elon Musk a eu lieu encore très récemment. Donc, vous voyez que l'espace évolue. Sur ce transparent-ci, je voulais vous expliquer ce qui se passait justement en orbite. À l'écran, un diagramme. Vous voyez deux satellites et la ligne directe qui les relie représente la communication optique. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, nous parlions de mégabits par seconde, mais nous allons passer à des gigabits par seconde. C'est 10 fois plus de données et 10 fois plus de vitesse de transmission de données. Comment est-ce que c'est possible? C'est possible par la communication optique. Et ce, à faible altitude. On transmet ensuite les données à la Terre. Là, je vous donne l'exemple de la NASA, mais l'Agence spatiale européenne a des exemples similaires. Et donc, la communication optique va être au centre de cette nouvelle révolution et c'est ce qui va nous permettre de transmettre des volumes de données beaucoup plus importants et beaucoup plus rapidement. Je vous montre ici ce qu'il est possible de faire avec ces petits aéronefs. Et ce que Earth High et Planet et d'autres startups arrivent à faire avec les technologies émergentes. Ce que vous voyez ici, c'est l'aéroport de Dubaï. Vous voyez un Airbus 380 qui a décollé. Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut comprendre exactement où ira cet aéronef. Johannesburg, Afrique du Sud. Le pilote de l'aéronef dispose ainsi d'informations grâce aussi à ces informations, grâce au satellite. Alors, vous me poserez peut-être la question, à quoi nous servent ces informations particulièrement détaillées? Eh bien, nous allons passer au transparent suivant et vous comprendrez. Vous connaissez probablement Google Earth. Google Earth vous donne des informations relativement détaillées sur différentes zones du globe. Nous passons maintenant à un Google Earth en temps réel. Prochainement, vous aurez en fait la possibilité de regarder Bruxelles en temps réel sur ce genre de plateforme. Donc, vous pourrez voir en temps réel ce qui se passe à Bruxelles grâce à ces plateformes. Voilà, c'est ça la voie que nous empruntons. Sur ce cliché maintenant,
Je voulais vous montrer ces véhicules spatiaux autonomes qui sont équipés parfois de satellites, mais qui peuvent aussi être équipés de drones ou autres. Et la résolution des images produites est tellement bonne qu'elle peut vous permettre de sécuriser des périmètres, de prévoir en tout cas la sécurisation de différents périmètres et vous assurer que les gardes se trouvent au bon endroit. Ce que vous voyez ici, c'est un projet qui s'appelle Euroswarm, qui est financé par l'Agence de défense européenne et par plusieurs, plusieurs universités participent à ce projet, notamment une université à Patros en Grèce. Si vous me le permettez, je vais passer au transparent suivant, l'avant-dernier transparent. Les CubeSats, ces aéronefs spatiaux, ils vont nous permettre de surveiller en continu différents points du globe et ce quasiment en temps réel. Donc vous pourrez obtenir des données, des informations quasiment en temps réel. Et vous pouvez imaginer toutes sortes d'applications, hein. Les flux migratoires, par exemple, pourraient être suivis. Mais il y a bien d'autres exemples que je pourrais vous donner. L'avenir, donc, est véritablement prometteur pour ce qui est de l'application de ces nouvelles technologies spatiales. Il y aura des applications économiques mais militaires également. Je voulais ici vous montrer différentes choses. Donc à gauche, vous voyez ces grilles qui comprennent plusieurs CubeSats. Comme je vous le disais, ce sont ces tout petits satellites. En l'occurrence, c'est une entreprise qui s'appelle Planet, est aux États-Unis. Et en l'espace de quelques jours, ils peuvent placer ça sur un instrument de lancement. À droite, vous voyez une autre start-up, cette fois-ci basée en Allemagne, qui est en train de tester un système de lancement qui va décroître le prix du lancement de satellites de près de 75 à 80%. Vous voyez donc que ça change complètement les règles du jeu et c'est facilité par notre capacité à atteindre l'espace et pouvoir observer la Terre de là. Je conclurai par ce dernier transparent. Nous voyons que l'espace transforme le secteur de la défense. Il va falloir que je relise mes notes moi-même. Voilà, les investissements sont nécessaires en continu, notamment en termes de géolocalisation. Nous avons le GPS américain, est disponible à l'international, mais Galileo est un autre exemple. Cela permet un suivi continu depuis l'espace, des petits satellites et des systèmes de communication avancés. Nous avons tous entendu parler de la 5G et c'est un grand sujet de discussion, mais sachez que prochainement, nous entendrons tous parler de la 6G. Et c'est la 6G qui sera au cœur de nos débats. Elle est 10 fois plus rapide, voire 100 fois plus rapide que la 5G. Et bien sûr, il y a l'ère de l'informatique quantique qui arrive à grands pas et ça va accroître aussi nos capacités de façon incroyable. Qu'en est-il de l'OTAN maintenant? Comme vous le savez, les États-Unis disposent de projets de recherche avancée en matière de défense et d'une agence spécialisée dans ce domaine, DARPA. Mais je crois que l'OTAN a besoin de plus d'une DARPA, justement. Il lui faut des agences similaires, notamment en Europe. En effet, ces agences permettent de mettre sur la table des technologies révolutionnaires qui finalement sont opérationnelles en très peu de temps. Tout cela est lié, bien entendu, aux besoins capacitaires et je pense que c'est un instrument dont l'OTAN a besoin.
non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Enfin, je dirais qu'il nous faut créer des liens plus étroits entre la défense entre la défense spatiale et l'OTAN. Je pense qu'il faut véritablement avoir une défense spatiale intégrée à l'OTAN. Voilà ce que je souhaitais vous dire en ce peu de temps qui m'était imparti. Je serais ravie de répondre à d'éventuelles questions. Merci. Merci beaucoup. Je vais demander à Marietta, la responsable de la délégation grecque, de prendre la parole. Je sais que vous aviez quelques difficultés techniques, mais si j'ai bien compris, ces problèmes sont maintenant résolus. Merci. Monsieur le Président, Messieurs les présidents, chers collègues, je suis ravie d'avoir le professeur Krimigis parmi nous. Il travaille à la Johns Hopkins University et est président du domaine sciences et espace à l'Académie d'Athènes. Monsieur Krimigis est un grand exemple de réussite. Il a réussi aussi à l'étranger. Il a travaillé dans des institutions et des entreprises privées. Il a travaillé à la NASA et il est reconnu à l'international. Je ne pourrais pas imaginer quelqu'un de mieux placé pour contribuer à nos échanges aujourd'hui. Professeur, merci beaucoup. Merci, professeur, de nous dédier du temps aujourd'hui. Je suis moi-même ravie d'être présent parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, messieurs les présidents des deux commissions. Je suis ravie de contribuer ici au travail de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Quel dommage que nous ayons eu quelques difficultés techniques en début de séance. Encore une fois, merci beaucoup. Je serai ravie de répondre à d'éventuelles questions. Eh bien, merci beaucoup. Je vais maintenant vous permettre donc de poser vos questions. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Ivans Klementievs a demandé la parole. Nous allons l'afficher à l'écran. Merci beaucoup, Monsieur Krimigis. Ce sujet de l'espace est particulièrement intéressant. La commission sciences et technologies est particulièrement intéressée par ces sujets. Il souhaiterait visiter des centres de la NASA en Californie. Nous y sommes déjà allés, c'était très intéressant et la Lettonie est devenue aussi ou accueille aussi un centre d'excellence sur l'espace. Nous avons lancé un satellite de 100 kg. En Lettonie, nous avons des centres particulièrement importants. Et j'aurais une question pour vous. Comment envisagez-vous l'avenir? Les États-Unis ont lancé des fusées il y a quelques mois de cela.
Vous avez parlé d'évolution au niveau de ces fusées, au niveau de ces systèmes de lancement. D'après vous, quelle sera l'évolution? Quelle sera la vitesse d'évolution? Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre question, Monsieur Clementievs. J'imagine que vous parlez ici du SLS, hein, le Space Launch System. C'est en fait la fusée qui pourrait nous emmener à la Lune. Oh. On ne sait pas si ce sera d'ici 2024. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Écoutez, la SLS est une fusée très onéreuse. Elle pourra, oui, atteindre la Lune et j'imagine que son succès sera exceptionnel. Après, pour ce qui est de Mars, là, c'est une question plus compliquée. Disons que c'était une question plutôt de plus long terme. Un programme qui nous permet d'atteindre la planète Mars serait extrêmement coûteux. Nous estimons que ça coûterait entre 500 milliards et 1000 milliards de dollars ou d'euros, mais en tout cas, ce sera très, très cher. So, Et donc, les gouvernements vont travailler là-dessus également. Il s'agira d'un projet mondial et pas seulement limité à la NASA. Et j'imagine que dans ce groupe, il y aura sûrement des représentants qui iront sur Mars. Peut-être qu'il y aura même des Lettons ou des Grecs qui iront sur Mars également. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Ce ne sera pas avant la fin des années 2030. Et je pense que plusieurs pays seront impliqués. Merci. Stéphane, y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Alors non, pas pour l'instant. Il n'y a pas de demande de parole. Dans ce cas-là, est-ce que je me lance dans mes remarques de clôture? Ah non, quelqu'un souhaite prendre la parole. Monsieur Philippe Michel Kleisberg. Philippe, vous avez la parole. Très cher président, mon cher Kevin Jones, et merci Monsieur Stamatios Krimidis, c'est un honneur de vous recevoir. Vos états de service sont éloquents et parlent d'eux-mêmes, et c'est une chance pour nous. L'accès de plus en plus large aux technologies spatiales conduit à l'accroissement du nombre d'acteurs spatiaux, y compris privés, et à l'apparition d'un large spectre de menaces dans l'espace. La politique spatiale joue déjà et jouera encore plus à l'avenir un rôle important dans la transition vers un monde durable, et vous l'avez exposé devant nous, en apportant des solutions aux défis sociétaux et en préservant le fonctionnement des écosystèmes naturels. Pour le bien des générations futures, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure. Les enjeux spatiaux sont donc cruciaux pour notre souveraineté comme pour notre résilience. Votre pays l'a bien compris, avec la création en 2017 du Centre national pour les applications spatiales. Dans la grave situation économique à l'époque, ce fut une annonce parfois mal comprise, mais par votre opinion publique, mais d'une importance cruciale. Alors que cette agence est au service direct de vos concitoyens, elle doit vous permettre par exemple de favoriser l'utilisation de systèmes qui permettront la localisation des feux, d'applications agricoles, mais aussi pour la protection civile et même politique. Ce sera donc ma première question. Quel est aujourd'hui en Grèce le degré de perception de l'importance du domaine spatial pour la sécurité et l'économie? Ensuite, les capacités spatiales sont stratégiques. Comme pour le cyber, vous l'avez aussi bien dit, c'est tout notre quotidien qui dépend de nos capacités spatiales. Pour nos armées, non seulement elles forment un maillon essentiel pour les opérations militaires, en leur donnant leur autonomie d'appréciation, de décision et de conduite des opérations, mais elles constituent également un atout majeur face aux compétiteurs stratégiques. Dans un environnement à la fois élargi à de nouveaux domaines et de plus en plus contestés. Dans l'espace, nos satellites sont parfois espionnés, brouillés ou encore éblouis.
Le moyen de gêner, neutraliser ou détruire les capacités spatiales adverses existe et il se développe. La France partage donc avec les États-Unis l'analyse des évolutions de l'environnement spatial et des menaces qui s'accentuent, face auxquelles nous concevons des réponses coordonnées ou conjointes avec nos alliés. En la matière, la France est dotée d'une doctrine, d'une stratégie et d'un commandement. Et ce sera ma deuxième question. Quelle perception avez-vous de l'état d'appropriation de cette question spatiale et des enjeux chez les alliés? Et enfin, la supériorité opérationnelle de l'OTAN dépend étroitement de notre souveraineté technologique. Ainsi, la stratégie spatiale française prévoit un renforcement de la coopération avec nos partenaires clés, au premier rang desquels les États-Unis. Et la surveillance de l'espace, un partage d'expériences plus poussé, la formation font ainsi partie des pistes de coopération à approfondir. Mais nous devons avoir notre propre façon d'innover en Europe et ne pas nous reposer sur cette facilité de dépendre d'acteurs extra-européens. Ainsi, ma dernière question, quelles pourraient être, selon vous, les modalités pertinentes pour, en Europe, stimuler l'innovation et faciliter une approche plus intégrée dans l'ensemble des chaînes de valeur du spectre spatial? Je vous remercie, professeur. Merci pour vos questions. Alors, j'espère que je me rappellerai des 3 questions. La première portait sur les activités spatiales grecques. Et il est vrai que la Grèce a pris un peu plus de temps dans ce domaine lorsqu'il s'agissait de traiter de toutes ses capacités spatiales. Mais c'est vrai que maintenant, la Grèce est en train de mettre sur pied une petite base industrielle. Mais avec aussi d'autres pays européens, dont la France et l'Allemagne. Et ces pays, de différentes façons, vont essayer de voir comment la Grèce, par exemple, pourrait être un pays où on assemblera les petits satellites. Et donc la toute jeune organisation spatiale en Grèce, le Centre hellénique spatial, est en train maintenant de voir dans quelle mesure il peut utiliser Copernicus et d'autres éléments du programme de l'ESA. Mais il est également en train d'envisager comment il peut collaborer avec d'autres pays européens dans le cadre de l'ESA et comment il peut développer des petits satellites qui accroîtraient ses capacités techniques et servir aussi ses propres besoins nationaux. Donc la Grèce a encore un long chemin à parcourir, mais je pense que les objectifs sont atteignables parce que nous avons des experts chevronnés qui ont tous les éléments en main pour avancer vite. Pour ce qui est de l'espace militarisé, alors nous investissons et je sais que la France a bien avancé aussi. Elle accorde beaucoup d'attention à la militarisation de l'espace. Alors, je ne peux pas parler au nom des États-Unis, mais je peux vous offrir mon opinion, bien sûr, ou la façon dont je le perçois en tout cas. Et j'imagine qu'à partir de l'année prochaine, la politique, la volonté des États-Unis sera davantage en phase avec celle de l'ESA et de CNES, qui est l'agence spatiale française, concernant l'utilisation de l'espace à des fins sécuritaires et militaires. Les États-Unis ont établi ce qu'on appelle ce commandement spatial. J'imagine que ça va progresser
mais je pense qu'il sera davantage intégré avec l'OTAN que lorsque il a été mis sur pied initialement. Vous avez également signalé la question des innovations en Europe et c'est précisément ce que je tentais d'expliquer, pardon, quand je parlais des entreprises communes au sein des États membres de l'Union européenne. Et cette coopération vraiment conduirait à pousser ces innovations technologiques beaucoup plus qu'on ne l'a vu jusqu'à présent. Bon, j'espère avoir répondu à vos questions. Si ce n'est pas le cas, je vous redonne la parole. Stéphane, y a-t-il d'autres questions? Non, il n'y en a pas d'autres. Monsieur le Président, je profite de l'occasion pour poser une question. Alors, vous avez parlé de satellites préparés par les États et j'imagine que l'espace va bientôt être très dense et très occupé. Qu'en est-il déjà des règles d'utilisation de l'espace et aussi des débris spatiaux? On voit de plus en plus de satellites, de petits objets dans l'espace. Qu'en est-il des risques de collision? Comment pouvons-nous récupérer les satellites hors d'usage? Comment pouvons-nous le faire de manière sécurisée? J'aimerais savoir si vous avez quelques éléments de réponse. Oui, c'est une question importante. Je sais d'ailleurs que dans un passé très récent, le Royaume-Uni a essayé d'établir un programme et ce programme visait à mettre hors orbite énormément d'objets spatiaux, de débris spatiaux. Et c'est vrai que ces débris posent des risques non seulement pour l'ISS, la Station spatiale internationale, mais pour d'autres satellites en orbite. Et jusqu'à présent, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de stratégie commune. Une stratégie commune adoptée par tous les pays du monde sur la façon de procéder de manière connectée, conjointe en tout cas. Et j'espère vivement que dans les années à venir, il y aura une nouvelle donne politique aux États-Unis concernant ces problèmes internationaux. En effet, il faut faire attention à ce que les moyens de certains pays ne soient pas menacés en raison de ces débris spatiaux. Donc, en effet, c'est un problème crucial et encore une fois, j'espère que dans les prochaines années, on aura des règles communes, une démarche commune pour aborder ce problème et peut-être que les États-Unis mèneront la danse ici. Et qui utilise l'espace? Quels sont les accords concernant les différentes orbites utilisées? Je sais qu'il y a de plus en plus de satellites privés. Quelles sont les règles en fait? Bon, autre question importante en effet. Comme vous le savez, le programme Starlink, un programme de système de communication lancé par Elon Musk, est là. Et ce programme a envoyé des centaines de
dispositifs en basse orbite. Et j'ai entendu que Elon Musk voulait envoyer des milliers de satellites en basse orbite. Et son entreprise n'est pas la seule d'ailleurs. Il y en a beaucoup d'autres qui souhaitent envoyer des satellites. Même chose pour l'Internet. L'Internet de l'avenir rendra obsolète la fibre optique et ça passera aussi par une présence dans notre orbite. Alors, qui règle cela? Je ne sais pas. Qui s'en occupe? Je ne sais pas. Peut-être, je sais qu'il y a aussi le département du commerce des États-Unis qui s'occupe aussi de la mise en place de ces petits satellites. Mais à mon humble connaissance, en fait, il n'y a pas d'accord international concernant qui a le droit de lancer des satellites et comment c'est fait. De plus, les fusées qui acheminent ces satellites doivent réintégrer l'atmosphère. Ça, c'est une des exigences de base pour ce département de commerce des États-Unis. Mais sinon, il n'y a pas d'exigence concernant la mise hors orbite de satellites. Mais si j'ai bien compris, le projet Starlink d'Elon Musk, quant à lui, a prévu quand même l'utilisation d'une fusée ou d'un dispositif qui amènerait hors orbite certains de ces satellites si ceux-ci présentaient un danger de collision. Mais en effet, il y a un besoin criant d'avoir des régulations internationales à ce sujet. Merci. Stéphane, y a-t-il d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres demandes de parole. Ivans va donc pouvoir conclure la réunion et parler de la marche à suivre. Merci Kevin, merci Stéphane. Alors, Dr Krimigis, au nom des deux commissions, nous vous remercions pour votre excellente présentation. Merci aussi à tous les membres pour leur participation très constructive à cette réunion aujourd'hui. Et j'aimerais également exprimer ma reconnaissance à la délégation grecque qui a organisé cette réunion. J'aimerais aussi remercier nos interprètes qui ont fait un excellent travail en nous permettant de communiquer de manière efficace. Cette réunion de cette commission reprendra demain à 15 h, donc réunion de l'ESC. Pour la réunion de la commission des sciences et des technologies, nous allons reprendre à 17h15, dans 7 minutes. Il vous faudra vous connecter à un autre lien Kudo. Vous devriez avoir le lien, mais l'APOTAN va poster de nouveau ce lien à droite dans l'onglet Conversation, Messaging. Merci pour votre invitation, dit M. Krimigis.